Bonjour à tous. Je viens vous remercier de votre présence pour ce débat et présentation de l'œuvre que nous allons voir aujourd'hui dans le cadre de rencontres de la bibliothèque Gulbenkian. Je peux seulement vous saluter et faire un grand remerciement aux auteurs le coordinateur de l'œuvre, Monsieur professeur Christophe Dour, professeur Marie-Hélène Savillers-Boas, et dans l'écran, professeur Victor Pereira. Pour nous, à la Fondation Gulbenkian, c'est très important la présentation dans le cadre de la bibliothèque, mais aussi cette occasion, c'est comment on anticipe, pardonnez-moi mon français, les célébrations de la Révolution de 1974, qui a son importance, c'est beaucoup hors des frontières portugaises dans l'Europe, qu'elle a touché un peu tout le continent, et les personnes, et surtout l'importance de cette œuvre de projeter vers le futur. Pardonnez-moi, je vais très rapidement, mais j'ai été impressionné de votre préoccupation de notre projet sur le futur. Et ça, c'est un peu la mission de notre fondation, et c'est ça que je vous remercie à tous. Maintenant, je laisse la parole à qui a organisé, qui a l'âme de projet, c'est Madame Christina Costa, coordinatrice responsable de la bibliothèque. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces mots de bienvenue. Merci beaucoup à vous tous d'être présents dans cette nouvelle rencontre de la bibliothèque Gulbenkian hors de ses murs, ici à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, qui nous accueille ce soir et que nous remercions également. La bibliothèque Gulbenkian est ravie d'accueillir ce soir Christophe Roux, Marie-Hélène Savillers-Boas et Victor Pereira à distance, que nous saluons très chaleureusement pour la présentation de la publication collective Le Portugal depuis la Révolution des œillets, dynamique politique et sociale, parue aux éditions de l'Harmattan en 2022. Cette rencontre sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Carlos Gulbenkian et via nos réseaux sociaux. À la fin de la présentation, il y aura un temps d'échange entre le public et les invités. L'une des missions de la bibliothèque est de favoriser la connaissance et la recherche par rapport à la diffusion de ses collections, et surtout en maintenant un dialogue constant entre auteurs et chercheurs. Le thème évoquant le 25 avril 1974 est un geste de mémoire, mais aussi une manière de mieux faire connaître les travaux des chercheurs au tournant du XXe au XXIe siècle. Le régime issu du coup d'État du 25 avril 1974 a été le moteur de la transition démocratique du Portugal. Le volume collectif, Le Portugal depuis la Révolution des œillets, dirigé par le trinôme qui est avec nous ce soir, rassemble les contributions de plusieurs chercheurs, 15 au total, en dressant un portrait pluridisciplinaire de la politique portugaise et en identifiant la nature et la qualité de la démocratie dans le pays inauguré en avril 1974. Mais avant de laisser la parole à nos invités, je vais les présenter très brièvement. Christophe Roux est professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier et chercheur au Centre d'études politiques et sociales, environnement, santé, territoire et co-directeur de la revue Pôle Sud, revue des sciences politiques de l'Europe méridionale. Ses recherches portent sur les systèmes politiques d'Europe du Sud, le nationalisme régional et la socio-histoire des sciences sociales. Marie-Hélène Savillers-Boas est maîtresse de conférences à l'Université Côte d'Azur et membre du laboratoire équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et des sociétés. Elle travaille actuellement sur les droits radicales au Brésil et au Portugal. Elle a récemment co-dirigé avec Christophe Roux et Victor Pereira ce volume qu'ils vont nous présenter. Et pour terminer, Victor Pereira est docteur en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris et actuellement chercheur à l'Institut de História Contemporânea de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Il dirige les éditions de l'Imprensa de História Contemporânea et est membre de plusieurs comités de rédaction comme Lusotopie,
histoire politique, analyse sociale. Il mène des recherches sur l'immigration portugaise et sur l'histoire du XXe siècle portugais. Merci beaucoup à tous les trois pour avoir accepté cette invitation et à tous, merci de votre attention. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil à tous les deux. Et bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents. Donc on vient vous présenter avec plaisir, malgré le temps hostile pour nous qui venons de contraintes un peu plus ensoleillées aujourd'hui à Paris, le volume. Et on est très heureux de le faire parce que c'est un livre qui a demandé beaucoup d'efforts. Tous les livres en demandent, mais celui-ci, on peut dire, a été exigeant peut-être plus que ce qu'on avait imaginé au début. Alors, ce que je ferai, et on va se répartir un peu la parole tous les trois, avec Marie-Hélène et avec Victor à distance, c'est vous expliquer un peu comment on a procédé, quelle est l'histoire de cet ouvrage et quels étaient ses objectifs. Alors, de fait, le livre qui a été publié par les éditions Harmattan, dans cette collection de politique comparée, est finalement un volume qui fait partie de ces livres, pas si nombreux finalement que ça, dans le panorama francophone, dédié au Portugal. Alors, pour vous expliquer un peu la genèse et l'objectif du projet, il faut rentrer un peu dans les coulisses et je vais vous expliquer comment moi j'y suis arrivé, puisque j'étais un peu directement concerné dans la première étape avant que le projet prenne une autre tournure. Je ne suis pas spécialiste du Portugal. Je ne parle pas portugais. Problème. Mais je voulais en savoir plus sur le Portugal. Et confronté à ce qui existait dans les bibliothèques, j'ai trouvé des ouvrages spécialisés, de gens extrêmement érudits, dans toute une série de disciplines, mais je peinais à trouver un cadre d'ensemble. Quelque chose qui me permettrait une entrée en matière. Hein, on me prendrait un peu par la main et on me dire voilà ce qu'il faut savoir de rentrer. Sur le Portugal, je dirais le Portugal aujourd'hui. Quelque chose qui soit à la fois accessible, général et actuel aussi. Qui rend compte non seulement des éléments d'histoire, mais également des choses beaucoup plus récentes, parce que le pays, comme d'autres, a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Alors moi, pourquoi j'avais cet intérêt mes perspectives de recherche, ça a été dit, s'inscrivent dans l'étude des systèmes politiques de l'Europe du Sud, qui constituent à certains égards, sans constituer une ère totalement étanche à l'égard des autres influences, mais qui, dans la littérature de sciences humaines et sociales, et en particulier dans ma discipline, la science politique, c'est une ère qui a été érigée en zone spécifique pour l'étude. Alors, particulièrement par le fait que bonne partie des pays qui composent l'Europe du Sud avaient cette caractéristique commune. C'était vrai pour le Portugal, aussi pour l'Espagne et pour la Grèce, d'avoir connu des transitions démocratiques tardives comparées au reste de l'Europe occidentale et au même moment, quasiment, lancé à partir des années 1974-1975. Ma propre trajectoire vers l'Europe du Sud, je l'avais commencé en travaillant dans le cadre de
c'est bien de faire un livre, mais faisons appel à ceux qui connaissent particulièrement le pays, qui l'ont suivi régulièrement. Et donc notre choix a été finalement de nous livrer un travail de pasteur, en sollicitant des collègues espagnols sur l'Espagne, ou des spécialistes de l'Espagne ailleurs, en France et à l'étranger, aux États-Unis par exemple. Et cette formule, il me semble, elle avait bien réussi. Et donc, puisque j'avais compris quelle était la recette, je me suis dit continuons, en augmentant le niveau de difficulté, parce que l'espagnol, je ne connaissais pas, je l'avais appris, mais là j'arrivais avec le Portugal, dont je ne connaissais pas la langue, et sur laquelle la littérature disponible était, m'avait-il semblé, encore moins importante dans le domaine francophone. Donc Paris, reproduire après une expérience positive sur le cas espagnol, la même chose sur le cas du Portugal. Dans la première étape, j'ai sollicité les collègues que j'avais rencontrés au Portugal à l'occasion de différents événements. Je l'ai fait notamment avec un collègue lisboète, qui était Antonio Costa Pinto, et qui lui m'a dit, bon oui, effectivement, c'est une bonne idée, pourquoi pas, et puis bon, finalement, il n'a pas pu honorer jusqu'au bout son engagement. Pour différentes raisons, il était rattrapé par toute une série de choses. Néanmoins, on avait commencé à travailler sur une structure potentielle. Moi, je lui avais dit, voilà ce qui me semble être utile, de pouvoir exposer au public francophone pour mieux connaître le pays. Donc, une première ébauche a été construite jusqu'à son retrait. Je me sentais un peu délaissé, bien sûr, pris par mes doutes et mon ignorance. Et c'est dans ce second temps que j'ai sollicité Marie-Hélène, nous étions connus collègues à Nice, et Victor, sachant que Marie-Hélène et Victor travaillaient par ailleurs ensemble et collaboraient à la revue L'Usotopie. Donc là, il y a une deuxième étape de construction de l'ouvrage. Et donc, quel était l'objectif? Le même que j'ai énoncé précédemment. Satisfaire finalement les attentes de différents publics. Les étudiants de différentes disciplines, qui pourraient être en sciences politiques, mais aussi en sociologie, en histoire contemporaine, et en études portugaises, lusophones, ou dans les départements des facultés de lettres, finalement. Les gens qui étudient la langue et la littérature peuvent aussi avoir besoin d'un encadrement général des processus politiques, des processus politiques. D'une part. D'autre part, nous essayons de satisfaire aussi la curiosité de collègues qui, comme moi, voudraient en savoir davantage sur le Portugal, en ayant à l'esprit quelque chose de comparatif. Et puis aussi, alors, collègues pour la recherche, et puis aussi pour des enseignements. Offrir quelque chose qui pourrait être utilisé dans des cours, qui pourrait permettre d'en savoir plus, et qui permettrait de diffuser la connaissance portant sur le Portugal dans les jeunes générations d'étudiants français qui souvent ignorent ce cas particulier. Dernier public qui était susceptible de nous intéresser aussi, c'était le public général, hein, le public curieux, peut-être des personnes d'origine portugaise vivant en France, ou des Français ou des lecteurs francophones désireux d'en savoir plus. Et finalement, donc, il y avait ce souhait fondamentalement, je crois, de faire vœu d'utilité publique, d'un point de vue intellectuel. Ça, c'était le pari. On l'a mené, du coup, après des réflexions qui ont été menées dans la période difficile pour travailler, puisque c'était également celle du Covid. Donc, on est avec toute cette série d'auteurs, avec la même formule. Solliciter des spécialistes du Portugal, au Portugal, éventuellement ailleurs. On le retrouve dans le panorama des auteurs. En provenance de différentes disciplines, et le fait aussi d'avoir deux politistes, des gens qui font de la science politique, et un historien dans le triumvirat qui présidait à la direction du livre, a facilité, je pense, ce souhait pluridisciplinaire. Et donc, on a essayé de mettre en place les différentes pièces du puzzle portugais. Donc, ce qui en est résulté, c'est l'ouvrage qui est ici exposé, donc qui a nécessité quand même plusieurs années à la fois de travail, de réflexion, de sollicitation des auteurs.
Quand on fait appel à des auteurs étrangers, il y a aussi tout un travail de traduction qui est nécessaire. Il n'y a pas de traducteurs, les traducteurs, c'était nous-mêmes. Donc avec des textes qui ont été traduits de l'anglais, de l'espagnol et du portugais, pour pouvoir mettre ensemble ce volume, le Portugal, depuis la Révolution des œillets. Donc on a un volume qui maintenant fait 12 chapitres, qui essaie de couvrir différents aspects du système politique portugais au sens large. Alors, je ne vais pas nécessairement les énumérer par le menu détail. Enfin, vous avez des éléments d'abord, malgré le titre, un encadrement un peu général sur l'histoire contemporaine du Portugal et l'histoire détaillée de sa transition démocratique. Des éléments aussi de cadrage, alors, dont Marie-Hélène vous parlera sur la revue de littérature un peu plus détaillée. J'ai été un peu simpliste en disant qu'il n'y avait pas grand-chose, mais je pense qu'il n'y avait rien d'équivalent, en tout cas, à ce qu'on a essayé de produire. Puis des éléments qui ont trait aux grandes institutions centrales, je dirais, pour l'organisation de la vie politique au Portugal, donc les institutions constitutionnelles, et puis les modalités par lesquelles les partis politiques fonctionnent, interagissent à l'intérieur d'un système de partis. À la fois après la transition et dans le contexte qui a été si chamboulé pour de nombreuses autres démocraties dans la période récente. Et puis également l'idée d'en savoir davantage sur différents aspects au sein de la société, que ce soit la participation politique, des mouvements sociaux, ou bien dans la manière dont l'action publique s'est construite, en particulier dans le secteur des politiques économiques et des politiques sociales. C'est quelques-uns des aspects saillants, ce ne sont pas les seuls. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on revienne peut-être à tour de rôle sur un certain nombre de ces aspects de façon plus approfondie. Et puis ensuite, on pourra céder la place à des remarques, questions que vous auriez du côté du public. Je laisse la parole du coup à Marie-Hélène. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je remercie tout d'abord la Fondation de nous permettre de présenter cet ouvrage qui, comme l'a dit Christophe, est le résultat de plusieurs années de travail. Je remercie son directeur, Christina Korsch, qui nous a accompagnés, invités et a préparé cet événement. Alors, je vais prendre la suite de ce qu'a dit Christophe, et notamment sur le constat qui a amené à l'élaboration de cet ouvrage, constat sur la méconnaissance du Portugal, par exemple, dans notre discipline commune qui est la science politique, avec finalement assez peu de travaux sur le Portugal, et méconnaissance qui est parfois très étonnante dans les enseignements. Par exemple, moi, j'enseigne dans une faculté de droit à Nice, et beaucoup de mes étudiants n'ont jamais entendu parler de Salazar, ils me disent Saint-Lazare. Enfin, bon, donc, réelle méconnaissance. C'est bien que dans mes enseignements, donc, par exemple, je donne des cours sur les régimes, sur le pouvoir local, sur la participation politique. J'essaye autant que faire se peut de prendre des exemples sur le Portugal. Et j'ai pu constater qu'il y avait relativement peu de ressources que je pouvais transmettre à mes étudiants, au moins pour ce qui concerne la science politique. Si bien que dans cette réflexion, on a initié l'ouvrage par un chapitre qui est une revue de la littérature sur la littérature francophone sur le Portugal, publiée donc en sciences sociales. Et plus précisément, on s'est demandé, donc c'est un article qu'on a coécrit avec Victor et Irène Douchant, que pour certains et certaines vous connaissez, qui est anthropologue à Lyon 10, et on s'est demandé comment le Portugal était pensé dans la littérature francophone, bien sûr par des chercheurs qui travaillent en France, ou également qui avait été traduit parmi les chercheurs portugais en France. Et plus précisément, ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment le politique était interrogé dans cette littérature francophone sur le Portugal, sachant qu'on a entendu la notion de politique de manière large, puisqu'on s'est à la fois intéressé aux politiques entendues comme sphère spécialisée, une sphère où on retrouve une activité sociale spécialisée et différenciée qui est menée dans un champ politique doté d'une autonomie. Mais on s'est également intéressé à ce qu'on appelle les rapports profanes, les rapports ordinaires aux politiques, et donc les appropriations par le bas, par les individus, à la fois des discours politiques, des institutions et du système de parti. Et le premier constat que l'on a fait lorsqu'on a exploré la littérature sur le Portugal, c'est de savoir que
Quand on pense les rapports profanes aux politiques en France et au Portugal, on ne pense pas cette question-là à partir des mêmes groupes. C'est-à-dire qu'en France, bien souvent, quand on pense les rapports ordinaires aux politiques, on s'intéresse aux classes populaires, alors qu'au Portugal, une grande partie des questions qui portent sur ce thème-là, une grande partie des travaux, interrogent soit les sociétés rurales, et là on retrouve une série de travaux d'anthropologie sur lesquels je vais revenir, soit les immigrés. Et plus généralement, ce que l'on constate, c'est que les analyses sur la structuration sociale ne sont pas les mêmes en France et au Portugal, et historiquement n'ont pas été construites de la même façon. Et c'est par exemple un aspect qui a été très bien synthétisé dans un ouvrage qui est paru en 2017, Classe sociale et politique, de Virgílio Borges Pereira et Yasmine Sippo. Et dans la revue de la littérature qu'on a menée, on tire d'abord deux constats. D'abord, une certaine tendance dans la littérature francophone sur le Portugal à penser le Portugal pour répondre à des questions qui se posaient en France à certaines périodes, par certains groupes, notamment par des groupes politiques. Et Victor présentera davantage cet aspect-là, si je ne me trompe. Et le deuxième constat que moi je vais davantage aborder, c'est la difficulté dans certains travaux à penser notamment le politique par le bas, sans conclure à une idée d'apathie, de dépolitisation des populations, notamment sous l'effet du contrôle par l'État nouveau. Et plus généralement, ça nous a amené à nous questionner sur la manière dont en sciences sociales, on pense le rapport aux politiques de groupes qui sont éloignés du champ politique, mais qui ne contestent pas nécessairement explicitement ce champ politique. Comment est-ce qu'on prend en considération ce rapport aux politiques, comment on l'analyse? Et plus précisément, ça nous a amené à repenser d'une certaine manière une tendance qu'on peut retrouver, donc, par exemple dans les travaux de James Scott, à essayer de chercher des stratégies de résistance, à essayer de chercher les scripts cachés, et à ne pas nécessairement penser des rapports aux politiques qui ne vont pas aller à l'encontre du pouvoir, mais qui pour autant ne signifient pas nécessairement un soutien. Donc, dans cette présentation de l'article de synthèse que l'on a élaboré, moi, je vais présenter les travaux qui portent plus spécifiquement sur la participation politique. Et ça me permettra également de présenter certains articles de l'ouvrage qui vont ensuite dialoguer avec ces travaux-là. Donc, ce que l'on constate, c'est que jusqu'aux années 80, il y a deux approches dans la littérature francophone sur le Portugal, deux approches de la participation politique qui dominent la littérature, avec une première qui va plutôt être développée en histoire, en sciences politiques, en droit constitutionnel, qui met l'accent sur l'élitisme du champ politique. Et une deuxième approche qui, elle, va plutôt être développée par l'anthropologie ou la sociologie rurale, qui va se centrer sur la relative autonomie des populations rurales à l'égard des institutions politiques. Donc ce sont deux approches qui reposent sur des méthodes différentes, mais qui vont converger sur un constat, à savoir le fait que les institutions politiques portugaises, au moins jusqu'à la révolution des œillets, pénètrent assez peu l'espace social et en particulier les milieux ruraux. Donc la première approche, comme je vous l'ai dit, elle est plutôt développée par exemple dans des manuels d'histoire du Portugal ou dans des travaux comparatifs sur les régimes autoritaires. Donc on ne peut pas l'associer à un courant en particulier, mais on va la retrouver dans toute une série de travaux. Et c'est une approche qui nous permet de comprendre la construction du champ politique, qui va revenir sur un temps long, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, sur la construction du système de partis, sur le rôle que va jouer une élite relativement unifiée dans la construction d'un bipartisme qui n'est pas très différencié en termes de programme. Et ce bipartisme, finalement, intègre très très peu la population. Et on va retrouver dans plusieurs travaux, notamment sur la proclamation de la Première République, cette idée qu'il y a une coupure entre le pays politique, le pays réel. Par exemple, que le Parti républicain proclame la République sans assise sociale. Et tous les travaux, une bonne partie des travaux réalisés sur Estadonov montrent combien cette dichotomie trouve son apogée avec la dictature des professeurs, qui certes reproduit des formes d'élection, maintient des formes d'élection, mais au profit d'un électorat qui est tellement réduit qu'on peut pas parler effectivement de convocation électorale, puisque le corps électoral ne dépasse pas plus de 10%. Donc cette première perspective, elle va assez peu dialoguer avec une deuxième perspective qui se développe plutôt en anthropologie sociale et en sociologie rurale, fondée sur une ethnographie, et qui montre comment toute une série de pratiques politiques informelles, en particulier dans les sociétés rurales, vont se développer
durant le XXe siècle, au moins jusqu'aux années 60, et comment ces pratiques informelles vont permettre de retraduire les jeux et enjeux du champ politique dans un univers propre à ces sociétés. Donc, on trouve par exemple dans cette second corpus de travaux des études qui montrent comment dans des villages de trajugement, de booming, il y avait des formes d'organisation communautaire, notamment gérées par des assemblées de famille, qui allaient décider en toute une série de décisions sur des missions qui, par exemple en France, au même moment, étaient gérées par l'État ou par les pouvoirs locaux. Donc, par exemple, l'utilisation de l'eau, l'entretien des édifices publics, des missions de justice également, et ce que nous dit par exemple un auteur comme Orlando Ribeiro, qui a été traduit en français, c'est que les peines qui étaient prononcées par ces assemblées d'hommes, de chefs de famille, étaient bien souvent respectées. Et on va trouver un constat similaire dans des travaux, par exemple, de Georges Lige, qui, dans les années 60, montre comment des formes d'organisation à nouveau communautaires sont présentes dans les villages du nord du Portugal, et il va rapporter ces éléments-là à la structuration des familles, à la propriété de la terre, une série d'éléments. Donc, ce qui est intéressant dans ces travaux, c'est de voir comment des normes localisées vont coexister avec une loi nationale qui est, dans le premier corpus que je vous ai présenté, bien souvent présentée comme très surplombante. Alors là, ce que ces travaux nous permettent de voir, c'est comment les idéologies institutionnelles vont être réappropriées en dépit du contrôle de l'État de normes. Je vais prendre un exemple, qui est par exemple le conservatisme à l'égard des femmes de l'État de Moore, qui est très présent, qui invite les femmes à endosser leur rôle de mère de famille, et qui va être contrebalancé par la place centrale que vont jouer les femmes dans les maisonnées, donc bien sûr au sein des maisons, mais plus généralement dans la maisonnée comme espace également de culture, si bien que dans l'anthropologie, il y a eu un débat sur l'éventuel matriarcat des villages, débat qui a donné lieu à des controverses et qui a pu même être contesté. Mais donc, ces travaux vont donner une vision beaucoup moins passive du rapport que les gouvernés entretiennent avec la vie politique et nous permettent de comprendre que, y compris durant la période autoritaire de l'État de Moore, effectivement, il y avait une coexistence de plusieurs normes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces normes pouvaient être réinterprétées sous l'angle de la religion, mais ce n'était pas nécessairement le dogme officiel de la religion catholique, mais il y avait des formes de religiosité populaire qui allaient mener à une réappropriation de certains normes. Alors, après la révolution des œillets, ce qu'on constate, c'est que les travaux, le regard qui est porté sur la participation politique évolue. Et plus précisément, une attention croissante est portée à la question des mouvements sociaux avec, dans un premier temps, une série de travaux qui vont décrire le processus révolutionnaire, qui vont l'étudier, le questionner, et notamment questionner certains de ses enjeux, comme la réforme agraire qui donne lieu à une série de travaux. Et progressivement, la sociologie des mouvements sociaux donne lieu à toute une série d'études qui nous permettent de comprendre comment le Portugal qui nous permet de positionner le Portugal par rapport à d'autres pays européens. Et ce que l'on constate bien souvent, c'est que l'action collective et la participation politique au Portugal est jugée un peu moins vivace, ou en tout cas elle passe un peu moins par une participation dans les syndicats, ou elle passe un peu moins par des formes de mobilisation contestataire. Alors, dans l'ouvrage, plusieurs articles nous permettent de penser cette participation politique. Alors, il y a un premier article de Diego Palacios Cerezales, qui retrace les 2 années de la Révolution, donc sur la période 74-76, et l'intense mobilisation durant cette période, également tous les débats qui ont eu lieu entre les différentes forces en présence. Il y a également un article de Raquel Rego sur le syndicalisme et sur les nouveaux mouvements sociaux. Et Raquel Rego nous indique que le taux de syndicalisation au Portugal est globalement plus bas que par exemple dans les pays voisins, et que si on prend des mouvements comme le mouvement écologiste et le mouvement féministe, eh bien, ce sont également des mouvements qui ont eu une naissance un peu plus tardive, une construction un peu plus longue que dans d'autres pays. Mais d'autres articles nous permettent également de nuancer cette idée de moindre vivacité, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas moindre engagement dans l'action collective. Par exemple, l'article de Pedro Magalhães
qui porte sur les comportements politiques et qui montre comment la crise de 2011 s'est accompagnée d'un retour de formes d'action collective contestataire, notamment de mobilisation. La mobilisation, on a tout un répertoire d'actions telles que les manifestations, les pétitions, etc. Et il nous montre comment cette action collective renouvelée est alliée, est à comprendre à partir de l'augmentation générale du niveau d'éducation, mais également est liée directement au cycle économique que connaît le Portugal. Et enfin, il y a un article de Guy Agorner qui porte plus spécifiquement sur la question du logement qui constitue, dès la révolution des œillets, un enjeu majeur de mobilisation. Et Guy Agorner revient sur les évolutions récentes, notamment les politiques d'attractivité qui ont été adoptées au Portugal avec ce qu'on appelait les visas dorés, le fait d'investir un certain montant dans l'immobilier, de pouvoir bénéficier d'un visa. Et elle montre comment ces politiques ont donné lieu également à des formes de mobilisation autour de la question du logement, en particulier autour des questions des expulsions, avec la constitution de tout un univers associatif qui accompagne les expulsions, qui conteste également ces tendances, ces politiques d'attractivité qui conduisent à une gentrification, et en particulier dans la ville de Lisbonne, où le prix de l'immobilier, je pense qu'on a tous fait l'expérience, a extrêmement augmenté. Ensuite, après la révolution des œillets, ce que l'on constate, c'est que toute une série de travaux également sont publiés sur le champ politique portugais. Et là, à la différence des travaux, par exemple, sur les mouvements sociaux, ce que l'on voit, c'est que les travaux mettent sur le champ politique, donc sur les élus, sur les partis politiques, ces travaux mettent plutôt l'accent sur la continuité de certaines dynamiques entre le régime autoritaire et la période démocratique. Et ces continuités, par exemple, elles se lient dans le profil des élites, qui restent bien souvent relativement unifiées. Et ce que l'on voit au Portugal, c'est l'importance des diplômes dans les processus d'entrée en politique. Alors, vous allez me dire, on constate également en France, mais quand on reprend l'histoire, notamment du régime autoritaire de l'Estado, de la dictature des professeurs, on voit qu'il y a bien réellement une continuité et que le diplôme universitaire est une condition d'entrée. Et c'est un aspect dans le champ politique. Et c'est un aspect que j'explore, par exemple, quand j'ai fait un article sur le pouvoir local, sur la pluralisation des élites locales, et on voit à nouveau dans les travaux que j'ai pu mobiliser et que j'ai pu lire à cette occasion, combien, y compris à l'échelle locale, la ressource universitaire est essentielle pour l'insertion dans le champ politique. Alors, dernier point qui concerne une évolution théorique, une évolution du regard à nouveau porté sur le Portugal, suite à l'insertion du Portugal dans l'Union européenne, la CEE et ensuite l'Union européenne. Ce que l'on constate, c'est que cette insertion a eu une incidence sur la manière dont le Portugal a pu être positionné, en particulier dans les travaux de sciences politiques ou des travaux de droit constitutionnel, puisque le Portugal a été davantage inséré dans une réflexion sur les études européennes. Par exemple, vous avez en sciences politiques une revue qui s'appelle Politique européenne, c'est bien ça, Politique européenne, qui, si je ne me trompe pas, a publié assez peu d'articles sur le Portugal, mais c'est-à-dire que dans ce champ de revues qui portent spécifiquement sur l'Europe, en fait, le Portugal n'était pas nécessairement naturellement considéré, et progressivement, on voit comment le Portugal rentre dans ce champ des études européennes, mais il y entre d'une manière assez spécifique, qui est que le Portugal reste une périphérie de l'Union européenne, et c'est bien souvent en tant que marge, en tant que périphérie, et comparativement en fait aux pays voisins, et en particulier aux voisins espagnols, qu'il est pensé. Et ça a des conséquences sur, par exemple, les catégories utilisées pour penser le politique au Portugal, avec parfois des catégories qui sont un peu systématiquement utilisées comme la notion de clientélisme, comme la notion l'idée d'une faible culture civique que l'on peut discuter. L'idée également d'une personnalisation des rapports politiques qui parfois sont un peu systématiquement mobilisés pour, par exemple, les pays comme l'Italie, qui ont rappelé la différence, l'Italie qui pourrait peut-être parfois se rapprocher un peu plus de l'Allemagne que parfois d'autres pays. Bon, on voit combien certaines catégories semblent s'imposer quand on pense l'Europe du Sud,
et le Portugal est intégré à ce périmètre-là. Et ces travaux doivent nous inviter à bien penser le Portugal pour nous autres. Voilà, je vais laisser la parole à Victor. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Je tiens d'abord à vous remercier, à remercier la Fondation Gulbenkian de son invitation. Et je m'excuse vraiment de ne pas pouvoir être présent à Paris, de devoir vous infliger ce qu'on a tous vécu pendant 2 ans, pendant 1 an de confinement, c'est-à-dire des problèmes techniques pour s'assurer qu'on est entendu et qu'on est vu. Donc, je m'excuse de ne pas pouvoir être présent. Je vais reprendre rapidement un peu ce que mes 2 collègues m'ont laissé, c'est-à-dire la partie historique, en essayant de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. L'idée était de faire un bilan sur le Portugal contemporain, et avec évidemment l'idée qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui est le Portugal contemporain sans avoir une vision un peu plus ample d'un point de vue chronologique. Et notamment, c'est ce que j'ai essayé de faire, ce n'est pas un exercice toujours facile, c'est d'essayer de comprendre les grandes évolutions politiques du Portugal à partir de l'époque contemporaine, c'est-à-dire à partir du début du XIXe siècle, et d'essayer de comprendre ces évolutions, et de m'inscrire un peu dans les débats qui, au Portugal, essayent, et ce qu'a rappelé un peu Christophe, de montrer que le Portugal ne peut pas être perçu seulement comme un pays en retard. C'est un peu une sorte de mantra dans beaucoup de travaux, qui est d'évoquer le retard du Portugal, ou le fait que le Portugal ne fait qu'imiter ce qui se passe au-delà des Pyrénées, voire même de son pays voisin. Et une partie de l'historiographie portugaise a essayé de montrer à la fois que dans plein de phénomènes politiques, le Portugal était relativement précoce, parfois pour les pires des choses, notamment l'autoritarisme, avant même l'État nouveau, l'expérience dictatoriale de Sidónio Pais dès 1917, qui a des éléments qu'on retrouvera ensuite dans le régime fasciste italien. Et voire aussi de briser une idée que l'État nouveau avait imposée, qui était une sorte d'isolement, et une culture nationale qui isolerait le Portugal du reste de l'Europe. Donc dans ce court chapitre, j'essaie un peu de montrer comment les historiens portugais et les politistes portugais ont essayé de briser cette idée, et de montrer quelques éléments de cette histoire, et notamment, en quelques mots, le rôle des militaires dans l'histoire, et on parlera tout à l'heure de la révolution des œillets, et donc l'influence que les militaires ont eue dans les changements politiques, et aussi une longue histoire d'exclusion du politique. C'est-à-dire qu'il faut attendre le 25 avril 1975 pour que hommes et femmes majeurs, quel que soit leur revenu et quelle que soit leur alphabétisation, qui est souvent la grande source d'exclusion de la citoyenneté, peuvent tous voter avec un score qui nous fait rêver de nos jours. C'est-à-dire que le 25 avril 1975, 92% des électeurs inscrits ont voté, ce qui est un chiffre qui maintenant nous fait rêver. Je ne vais pas revenir beaucoup sur ce texte, mais qui me semble important, comme les autres bien évidemment, mais c'est celui de Diego Palacio de César sur la Révolution, qui Diego Palacio de César est un politiste, c'est pas un historien, mais c'est plutôt un compliment dans ma bouche. Et il essaye de montrer, d'expliquer la révolution, la dynamique révolutionnaire au prisme de ce qu'il appelle la crise de l'État. Il essaye de montrer comment, entre 1974 et 1976, il y a une crise de l'État portugais, surtout au cours de l'année 1975, et crise de l'État qui est saisie, qui est utilisée par une partie des classes populaires, des travailleurs, soit des usines, soit des champs, notamment du sud du pays, pour revendiquer et pour obtenir des choses dont ils étaient exclus les années précédentes. Et ce chapitre permet d'avoir une vision de la révolution et de sa dynamique, et qui nous permet ensuite de comprendre plusieurs éléments qui suivent. Je ne vais pas revenir sur ce que Marie-Hélène vient de dire, mais notamment une des questions centrales pour la révolution était la question du logement. Tout autour de Lisbonne ou à Porto, il y avait un ensemble de bidonvilles. Il y a eu pendant la Révolution des expériences autour du logement, notamment sale, de faire que les propres populations puissent construire eux-mêmes des maisons et qu'ils n'attendent pas tout d'agents immobiliers ou de l'État. Et cette question du logement est maintenant centrale dans la politique portugaise, et dernièrement,
il y a eu des manifestations à Lisbonne et dans les grandes villes du Portugal autour du droit au logement et de l'accès au logement à des prix non prohibitifs. Ce texte de Diego permet ensuite de mieux saisir un des autres textes de l'ouvrage, qui est sur le système institutionnel, qui est signé par Dimitri Lorer et Damien Conil, qui montre comment le système institutionnel portugais s'est fondé à partir de 1976, avec des éléments d'une certaine continuité, mais aussi des éléments de rupture, et avec quelques éléments qui ont assez bien perduré, notamment son semi-présidentialisme. Comment il a aussi, ce système institutionnel a pu évoluer à partir de la Révolution. Ce soir, on parle beaucoup de conseil constitutionnel en France, et comment on est passé d'un conseil de la Révolution avec des militaires qui essayent d'avoir une certaine influence sur le politique et qui, en 1982, le Conseil de la Révolution est supprimé et remplacé par un tribunal constitutionnel. Et donc, comment ce système institutionnel a montré à la fois preuve d'évolution, a fait preuve d'évolution et aussi d'une certaine stabilité. Quand on a évoqué le texte de Goya Cornero, et comme l'a dit Marie-Hélène, Lisbonne de nos jours est une ville très cosmopolite. Elle a souvent été, notamment au XVIe siècle, quand les Européens allaient à Lisbonne, ils étaient étonnés par la population africaine qui y vivait, et ce cosmopolitisme, ils ne l'attendaient souvent pas. Et de nos jours, Lisbonne et le Portugal sont souvent affublés, notamment dans la presse française, sous le terme assez étonnant parfois, de Californie de l'Europe. Et ce terme de Californie de l'Europe est assez intéressant parce qu'il permet de saisir une partie de la politique étrangère du Portugal depuis la Révolution. Et c'est ce qu'explique David Castagneux dans son chapitre sur la politique étrangère. C'est qu'après 1974, le Portugal a connu une grande rupture. C'est d'une part la décolonisation, c'est la fin de l'Empire. Et c'est une rupture assez profonde, notamment après 48 ans de dictature, mais aussi après la République à partir de 1910, qui représentait le Portugal comme un empire pluricontinental et présent sur 3 continents. Et à partir de 1974, le Portugal se réduit à sa partie européenne avec les Açores et Madère. Et c'est une rupture assez profonde depuis le XVe siècle. Donc, le Portugal perd son empire, mais il ne perd pas complètement toute volonté d'universalisme. C'est-à-dire que, de nos jours, on pourra peut-être l'évoquer plus tard dans la discussion, il y a une chose qui a résisté au 25 avril, qui est l'usotropicalisme, c'est-à-dire cette idéologie qui naît au Brésil et qui est appropriée par les élites portugaises sous la dictature, qui est de dire que les Portugais sont différents des autres Européens. Ils ont certes été présents sous les tropiques, mais qui n'ont pas été racistes, qui n'ont pas exploité, que les crimes du colonialisme ne les touchent pas, mais ce sont plutôt le fait des autres puissances européennes. Et comment, en dépit de cette chute de la dictature et de l'Empire, il y a quand même des continuités. Évidemment, le 25 avril 1974, la grande rupture qui va permettre, c'est l'entrée dans l'Union européenne, dans la CE, qui devient ensuite l'Union européenne. Le Portugal était certes pas complètement à l'écart de la construction européenne. Il avait intégré l'AELE, ou l'EFTA, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Puis, il avait obtenu un accord commercial avec la CE en 1972. Mais l'idée d'une rentrée pleine et entière du Portugal était écartée. Et la Révolution des œillets permet que le Portugal sollicite l'adhésion en 1977. Et après un processus relativement long, notamment parce qu'il est lié avec le cas espagnol, le Portugal rejoint en 1986 la CE et maintenant fait partie de la CE, et même souvent, à certaines périodes, pas toujours, hein, souvent considéré comme le bon élève de l'Europe, notamment dans les années 90 en termes de croissance économique et de respect des différentes règles, dont celle de Maastricht. Et quand j'ai évoqué Californie de l'Europe, je voulais mettre un autre élément, c'est un élément assez important dans la politique étrangère portugaise, c'est l'Atlantique et le lien avec les États-Unis. Et ça, c'est un élément qui date de la Seconde Guerre mondiale. Le Portugal est membre de l'OTAN, membre fondateur de l'OTAN. L'OTAN était certes une fédération de démocraties occidentales, sauf le Portugal qui n'était pas démocratique, mais qui avait une importance pour le contrôle de l'Atlantique et notamment les Açores.
Et donc, à partir, en dépit des doutes de Salazar sur les États-Unis et sur la solidité de leur appui, le lien avec Washington est devenu un axe majeur de la politique étrangère portugaise qui a perduré avant et surtout après la révolution des œillets. Et c'est jusqu'à nos jours, le Portugal aime à se montrer comme un carrefour des trois mondes, à la fois pleinement européen, en lien avec l'Atlantique et avec le continent américain, et notamment avec le Brésil, et en lien avec ce qu'on appelle les palopes ou la lusophonie. Et c'est souvent un des éléments que, quand on parle de Californie de l'Europe, on met souvent en avant, c'est cet espace de carrefour que constitue le Portugal et que les élites portugaises aiment à se présenter. Donc voilà en quelques mots les quelques éléments que j'avais à dire pour commencer. Je vais reprendre rapidement la parole pour conclure le tour d'horizon des différents auteurs. Pour vous dire aussi que, ayant étudié, comme Victor le suggérait, la dimension historique, à la fois nationale et internationale, saisissant la politique par le bas, et tel qu'il était appréhendé aussi intellectuellement, il y avait des éléments d'enjeu qui traitaient aussi de ce qu'est la politique portugaise aujourd'hui. Et je dirais aujourd'hui dans le contexte le plus récent. C'est à la fois les questions qui ont trait aux partis politiques, aux élections, et dans le contexte particulièrement de la période post-crise 2007-2008. Alors, j'étais parti tout à l'heure de l'Europe du Sud, il s'est trouvé qu'il y a eu une sorte de regain généralisé en Europe, vers l'Europe du Sud, à la suite de cette configuration historique particulière, puisque les pays de l'Europe du Sud ont fait partie de ceux qui étaient les plus durement affectés par les conséquences économiques, sociales, et avec des répercussions politiques dans un nombre fréquent de cas de cette crise. Alors précisément tout à l'heure, Marie-Hélène disait, vous mettez en évidence, et Victor l'a fait aussi en passant, comment on doit appréhender le Portugal. Et sachant qu'en fait on est toujours, souvent, intellectuellement confronté à des billets. Il y a deux billets de fait. Le premier billet, c'est le billet qu'auraient les Français en France, mais qu'ont tous les nationaux dans la nation qui est la leur, c'est d'appréhender le monde à l'aune de ce qu'ils voient chez eux. Et donc, on a un cadre qui est celui qu'on nous a appris, dans lequel on évolue, et on pense toutes ces questions politiques, ne serait-ce que d'un point de vue descriptif, on présume que tout fonctionne comme chez nous. L'autre élément, c'est le voisinage avec l'Espagne. Et si on pense que le Portugal est différent, on imagine que puisque l'Espagne est plus grosse, elle est plus influente, et que, en gros, si on ne sait pas ce qui se passe au Portugal, ça doit être relevé de quelque chose qui serait commun aux pays ibériques. Alors précisément, je crois que c'était le vrai pari cognitif, intellectuel, simple, descriptif peut-être, mais c'est là qu'il y avait un vrai enjeu, c'est que pour penser le Portugal pour lui-même, il suffit d'aller voir tout simplement comment se passent les choses, et donc avec des éléments qui soit nous montrent, tout simplement documentent un certain nombre de dynamiques communes. Un bon exemple de cela, c'était la question de l'évolution des politiques économiques et sociales dans le contexte récent. Par exemple, pour les Français en général, je pense que, et je parle au niveau de l'opinion, je crois qu'on n'a pas eu une idée réelle de la violence de l'impact qu'a été la crise il y a plus d'une décennie. Et je pense que c'est bien de l'avoir laissé noir sur blanc, pour laisser une trace, finalement un témoignage de la profondeur de ces transformations. J'avais repris un extrait du chapitre de Sébastien Royo, qui est un collègue politiste, mais qui s'occupe de politique économique espagnol, et qui travaille aux États-Unis, où il écrit ceci: la mise en œuvre du programme d'ajustement dans le contexte des rapports avec la Troïka exposé. Non, finalement, on n'avait pas mis celui-là. Il y en avait un plus vulgaire qu'on aurait dû mettre en couverture. La mise en œuvre du programme d'ajustement pour le renflouement a conduit à des années économiquement douloureuses, dès lors que le gouvernement conservateur de l'époque a réalisé des coupes drastiques en matière de santé, d'éducation et d'assistance, ainsi que c'est concernant les jours fériés et les pensions d'État.
augmentation des impôts, augmentation des horaires de travail dans le secteur public, gel du revenu minimum, des salaires et du recrutement, tandis que les salaires du secteur public et des pensions étaient diminués de 30%. Le coût de l'austérité a donc été énorme pour le pays. Je pense que quand on a ces quelques figures simples, ça a un impact réel hein, sur la façon dont on peut percevoir ce qui se passe dans des contextes différents. Donc, ça, c'est la déclinaison portugaise d'une tendance commune qui a été de voir les économies perturbées. Autre élément, et là, c'est le domaine de la spécificité, c'est comprendre la spécificité. Victor l'a évoqué en passant, les questions institutionnelles. C'est pas parce que vous avez un président de la République directement élu qu'il a nécessairement tous les pouvoirs. Finalement, c'est un peu la logique, la pratique portugaise, c'est avéré être ce que semble être la lettre de la Constitution française avant que la pratique fasse plier les choses. Et vous pouvez avoir des présidents élus au suffrage universel direct pour qu'ils puissent finalement mieux jouer le rôle d'arbitre qu'une Constitution leur donne. C'est aussi une manière de montrer que ce système-là, il existe dans un certain nombre de pays, et pas seulement qu'en Europe du Nord, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui l'utilisent, hein, l'Islande, l'Irlande, la Finlande, mais aussi en Europe du Sud, ce mécanisme peut exister, mais pas avec les effets qu'on lui prête dans le cas français. Autre exemple, c'est le système de parti et système de parti qu'a étudié notre collègue italien, mais portugais académiquement, puisqu'il a fait sa carrière au Portugal, Marco Lisi. Alors, passant en revue le cadre partisan portugais, ben, il nous montre, alors pas des choses qui sont totalement différentes, mais dont on voit bien qu'il y a un élément de temporalité qui est propre au Portugal. Par exemple, il y a une tendance à avoir une bipolarisation structurée en monnaie par deux partis principaux, le PS et le PSD. Mais cette tendance-là, on voit qu'au Portugal, elle se dessine finalement relativement tardivement, dans la deuxième moitié des années 80. Ailleurs, ça tend à commencer plus tôt, si on pense à ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Europe du Sud. Le PP et le PSOE en Espagne, ou même le PASOK et les nouvelles démocraties en Grèce, qui ont connu des transitions simultanées. Et puis l'autre élément qui est tout à fait frappant, c'est finalement l'étonnante stabilité dans la période où toutes les démocraties étaient confrontées à presque un écroulement de ce à quoi elles avaient été habituées en termes partisans. On a connu en France que sont devenus le Parti socialiste et les Républicains, eux qui étaient des partis de gouvernement ultra dominants et qui sont passés à partir de 2017 à des scores qui étaient sans rapport avec leur puissance antérieure. Et on a été habitué à voir et Trump et le Brexit. Et dans les pays de l'Europe du Sud, eh bien, la montée en puissance de Podemos, de Ciudadanos à un moment, en tout cas au moins en Espagne, le mouvement 5 étoiles en Italie, et sans parler de la Grèce, là, Syriza est même arrivé au pouvoir, et entraînant la quasi-disparition du PASOK. Au Portugal, que voit-on? Un parti, finalement, un pays qui, d'une certaine manière, dont les électeurs ont fait avec ce qu'ils avaient, hein, entre 2015 et jusqu'au tout début de la décennie actuelle. Finalement, on a utilisé le système de gouvernement avec des coalitions mettant aux prises des partis qui ne s'associaient pas par le passé, hein, comme en 2015, hein, les socialistes, communistes et le bloc de gauche. Et puis, finalement, le phénomène attendu, il est revenu après, hein, avec la montée en puissance de Chega. Donc là, je sais que des recherches prometteuses sont en préparation sur le sujet, mais c'est intéressant de voir que si la tendance peut être commune, il y a des rythmes propres, et qui sont bien sûr des invitations, hein, des questions à expliquer pourquoi cela se produit. Mais donc, je pense que ces biais cognitifs dont nous souffrons tous sont en réalité des opportunités qui nous invitent à nous pencher sur les cas méconnus. Et je pense que globalement, c'était ça qui avait derrière l'idée du livre qu'on a dirigé ensemble. Je pense qu'on peut commencer par leur remercier pour l'exposé. Et pardon.
D'accord. Bon, je disais, donc, on peut commencer par le remercier. C'était vraiment très riche, cet exposé, ce livre qui est dans la bibliothèque. Vous pouvez le consulter, emprunter, ou même acheter. Voilà. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des questions. C'est le moment. Profitez, puisqu'il s'en a pour vous. Ce soir. Est-ce qu'on peut acheter ce soir? Ah non, bon, ça non. Désolée. Dommage, on reste tellement content pour avoir un bouquin. Ah, mais ça, Nous l'aurions souhaité. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Oui, je peux le sans micro. Mais c'est pour l'enregistrer. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Merci. Ça marche là? Oui. Très bien. Un petit détail, moi, ça fait 60 ans que j'habite en France et je suis d'origine portugaise. Donc, je m'intéresse beaucoup et je ne lâche pas les liens avec le Portugal. Bon, l'histoire, c'est bien, mais aujourd'hui, avec quel pays s'apparente plus le Portugal, pays d'Europe, par rapport à l'évolution politique, les nouveaux partis, etc. Je trouve la France comme référence, et j'aimerais élargir un peu mon champ de vision que la France. D'accord? Vous pouvez ma question? Oui. Vous en avez rien. Alors, il faudrait, pour vous faire une réponse convaincante, essayer d'avoir une vue claire de la totalité des systèmes politiques européens pris un par un. Et c'est vrai que c'est une solution peut-être de facilité, mais qui a du sens historiquement, culturellement, de regarder les pays proches de leurs voisines, parce qu'il y a un certain nombre et de traditions culturelles et de grandes dynamiques politiques et de structures économiques et sociales qui peuvent finalement rassembler ces pays. Et pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, on aurait pu penser jusqu'à récemment finalement que le Portugal était même l'exception sud-européenne dans cet ensemble, si on reprend ce cadre de la comparaison, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, après les élections de 2022, quand on voit la montée en puissance de Chega, on pourrait peut-être imaginer que le Portugal va tendre à connaître finalement une évolution qui le normalise, pour le bien ou pour le pire, en l'occurrence, avec ses voisins. Est-ce que finalement, Chega, voilà, la capacité de monter autant en puissance tout à droite pour représenter ce que peut représenter peut-être Vox en Espagne, voire le Rassemblement national dans ses scores, promis ou récents, ce sera un pari de l'avenir. Mais de ce point de vue, je ne réponds pas totalement à votre question, si ce n'est que j'ai l'impression que le Portugal apparaît aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, un peu moins différent de ce qu'il apparaissait il y a encore quelques années. Où là, véritablement, il y avait un thème, une petite musique qui circulait, de l'étonnement à l'égard de la relative stabilité, et même, je dirais, y compris au niveau économique et social, de la capacité à faire face à des contraintes économiques et sociales très fortes. Hein, finalement, en disant, ben, les citoyens portugais serrent les dents, ne s'adonnent pas au vote protestataire, réembrayent ensuite une période de reprise économique à partir de la fin de la décennie, la deuxième moitié de la décennie 2010. Les chiffres de Sébastien Royo le montrent. Et ce qui veut dire qu'aussi ces questions, je reviens au point de la temporalité, demandent un examen régulier. Et tout dépend, enfin, une partie de la réponse dépend du moment où on parle, et bien sûr des aspects que l'on met en avant, différents de quel point de vue. Là, dans notre question, c'était du point de vue de la nature du panorama politique. Mais même par le passé, si je devais ajouter quelque chose, la présence, par exemple, du CDS-PP, d'avoir une espèce d'espace de centre droit et droite qui n'est pas homogène autant que l'ont été d'autres espaces droits des échiquiers politiques, et aussi un élément intéressant. On avait quelque chose d'un peu plus fragmenté. Ailleurs, on a vu des phénomènes de regroupement systématique. Alors, au Portugal, ça a pu donner lieu à des coalitions de gouvernements, mais il n'y a pas eu nécessairement de fusion avec un gros appareil susceptible de fondre tout le monde, comme l'a fait le PP en Espagne, comme était tranquillement installée une nouvelle démocratie
en Grèce, ou comme l'avait tenté même en France l'UMP en ce moment fondateur avant d'évoluer. Donc c'est à la fois, il n'y a pas de réponse, je dirais, définitive, mais une série d'éléments d'observation qu'il faut régulièrement remettre sur le métier. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'au Portugal, après les événements, enfin la catastrophe bancaire de 2008, si j'ai bien compris, il y a eu les mêmes effets que les mêmes mesures prises qu'en Grèce? La recette, globalement, était la même, à savoir des politiques austéritaires, dans la première phase, en tout cas au milieu de la décennie. Et vous devez couper dans la dépense publique, réduire dans les politiques sociales, tous les coûts que représente la fonction publique. Mais c'est étonnant qu'on n'ait pas eu le même retentissement au niveau européen des effets délétères qu'il y a eu, comme en Grèce par exemple, où ça a fait même l'objet d'un film de Costa Gavras, je crois, Adult in the Room, justement sur toutes les mesures vraiment iniques qui ont été prises vis-à-vis de ce pays. Alors, alors c'est moins que de réponse, parce que la vraie question, c'est pourquoi il faudrait suivre de manière systématique la façon dont les différents partis se sont saisis des différentes mesures. Il y avait aussi en Grèce, qui était durement frappé par ailleurs, les paramètres économiques n'étaient pas nécessairement les mêmes, hein, il y avait peut-être davantage de fragilité en Grèce, mais aussi le contexte et la visibilité du cas grec a également été reflété, je pense, par aussi la politisation et la polarisation beaucoup plus marquée qu'on a observé dans le pays à ce moment-là. Il y a eu une grande peur de la Grèce, d'ailleurs, pour la Grèce. Hein. C'était bien avant le Brexit, mais l'idée, on a accompagné la Grèce dans la crise avec le sentiment que le départ d'un pays, même relativement périphérique dans l'ensemble de l'Union européenne, serait un drame existentiel pour l'Union européenne. Et donc, la Grèce était mise sous le feu des projecteurs. Il y a aussi donc, une politisation de la question qui a été habilement sollicité par Syriza, avec même parfois des mises en scène, on se rappelle du ministre Varoufakis, Samoto et son blouson, mais qui allait porter la contradiction de manière virulente face aux frugaux d'Europe du Nord, et puis avec une capacité à produire du changement politique au plus haut niveau. En fait, non seulement il peut y avoir des partis contestataires, entre guillemets, c'est une chose, mais que la contestation, comme en Grèce, arrive au pouvoir, là, c'était quelque chose de spécifique. Et ça entraînait aussi, je pense, beaucoup d'attention, déjà pendant un certain temps. Et donc, il y a à la fois des éléments objectifs, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent, mais aussi quel est le regard que nous portons et quelle attention nous prêtons aux configurations nationales qui nous interpellent. Et donc, je pense que ce sont ces deux éléments qu'il nous faut essayer de tenir sous contrôle. Et l'une des manières de le faire, c'est d'essayer d'apporter, avec un peu de distance, des éléments descriptifs et analytiques couchés sur le papier, mais même s'ils ne répondent pas complètement à votre question, à savoir pourquoi est-ce que du point de vue de l'analyse comparative des réactions citoyennes, on a eu pourquoi finalement il y a une capacité à résister, à faire avec le cadre existant au Portugal et davantage dans ce pays plutôt que dans d'autres. Là, je pense qu'il faudrait aussi des éléments un peu plus fondés pour pouvoir répondre à cette question. Pourtant, l'adhésion du Portugal à l'Union européenne a posé beaucoup moins de problèmes, me semble-t-il, que la Grèce, par exemple. J'en suis pas certain, Non. dans le sens où, parce que l'adhésion des deux pays ibériques s'est fait un peu plus tardivement. Tout le monde était pour politiquement, mais il y avait aussi des enjeux économiques, en particulier agricoles, et la France n'était pas la dernière à avoir ses craintes, en disant finalement c'est très bien d'avoir
les Espagnols et les Portugais, mais ces gens-là produisent aussi des produits que nous essayons de vendre sur notre propre marché. Donc, que va-t-il se passer? Il y avait des craintes et une partie du retard a peut-être pu aussi s'expliquer par là, alors que c'était moins le cas. En tout cas, moi, cet aspect-là me semble moins saillant dans le cas de la Grèce. Une question sur votre avis sur l'orientation politique que doit prendre le Portugal dans le futur. On peut, en venant un petit peu sur l'élément que Victor Bernard a mentionné sur le rapprochement avec les États-Unis, le Brexit est arrivé, sur la dynamique européenne actuelle, ça semble que le groupe franco-allemand est peut-être un peu moins moteur sur la stratégie européenne qu'avant. Donc, compte tenu de cette dynamique-là, et de ce qui vous avez vu sur d'autres exemples de pays européens, quel serait l'alignement que le Portugal devrait avoir en termes de stratégie politique? Alors malheureusement, on est souvent très mauvais en tant que chercheur pour proposer des solutions, dans la mesure où, en fait, si on avait la réponse, on serait sans doute vraiment très bien rémunéré par les gouvernements pour pouvoir les conseiller. Et souvent, on s'intéresse plutôt au présent et au passé, comme vous avez pu le constater. Mais peut-être pour rebondir sur plusieurs des questions qui ont été posées sur la singularité du Portugal par rapport notamment à d'autres pays, moi j'aurais tendance à dire, on peut dire ce que le Portugal peut-être n'est pas par rapport à d'autres pays voisins. Et dans les manuels, par exemple, d'introduction au Portugal, on voit bien que le Portugal, historiquement, est atlantique et européen. Mais il y a vraiment ces deux influences et une histoire de circulation liée aux migrations qui est très très forte et qui a une incidence également sur les choix que le Portugal fait en termes de réception de secteur économique, par exemple. Et il me semble que, par exemple, quand on compare le Portugal avec l'Espagne, alors on a effectivement des grandes périodes historiques qui sont comparables, l'histoire du franquisme. D'ailleurs, il y a des circulations en termes de cadre de pensée entre les antifranquistes et les saladaristes. Donc voilà, on voit bien les liens. Et en même temps, par exemple, le franquisme n'a pas connu une décolonisation comparable à celle que le Portugal a connue. Donc il y a vraiment des éléments de singularité qui nous invitent, nous, à penser, à vouloir penser le Portugal pour lui-même. Mais avec qui faut-il comparer? Alors c'est vrai que la question va tout dépendre de l'entrée que l'on prend. Peut-être que si on prend la question du présidentialisme, et on va comparer avec du semi-présidentialisme, on va comparer avec des pays. Effectivement, le président a un rôle davantage symbolique. D'ailleurs, en France, il a beaucoup plus de pouvoir quand même à l'intervention que au Portugal. Si on parle du système de partis, il faudrait comparer avec des systèmes de partis où quand même les deux partis de gouvernement ne sont pas très très éloignés. Et peut-être que ça renvoie aussi à la question sur la réception des mesures d'austérité budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont été échelonnées déjà par les gouvernements. Elles n'ont peut-être pas été aussi contestées, alors tu connais mieux le cas grec que moi, mais elles n'ont peut-être pas été autant contestées par les partis de gouvernement eux-mêmes. Et après, vraiment sur votre question, j'ai voulu prendre la parole pour dire combien j'aimerais savoir quelle orientation il faudrait donner. Mais peut-être Victor qui a sur la voie de la Disons que les réponse. historiens ne sont pas très forts pour le futur, mais ils peuvent faire l'histoire des futurs tels qu'on les a conçus. C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, c'est par exemple, avant la révolution des œillets, les élites salazarides disaient que si le Portugal perdait ses colonies, considérait qu'il était du devoir de la nation et du gouvernement de maintenir ses colonies, c'est-à-dire que si le Portugal perdait ses colonies, il disparaîtrait et qu'il serait envahi par l'Espagne, ce qui, je crois, n'est pas arrivé. Ensuite, il y a eu, après la révolution des œillets, le grand discours était tourné vers l'Europe. Et avec l'idée que le Portugal n'était pas développé, était en retard avec le reste de l'Europe. Et quand on parle de l'Europe, on parle surtout au-delà des Pyrénées, à cause de la dictature qui avait maintenu le Portugal dans un état de retard. Et que l'entrée dans l'Union européenne réglerait une grande partie des problèmes. Pour revenir à ce qu'a évoqué tout à l'heure Christophe,
un des grands moteurs des mobilisations sociales dans les années 2010. Et ce qu'on voit dans les différentes manifestations après 2010, c'était comment les promesses de la Révolution des œillets, en termes d'État-providence, de démocratie, mais aussi les promesses de l'entrée dans l'Union européenne en termes de conditions de vie, conditions socio-économiques, pour un certain nombre de personnes, n'avaient pas complètement été tenues. Et moi, ce qui m'avait marqué, historien de l'immigration, c'était que certaines personnes tenaient des pancartes lors des manifestations en 2011, 2012, nous ne voulons pas immigrer. C'est-à-dire que, notamment l'immigration qui était vue comme un résultat des politiques économiques menées par la dictature et du retard économique et social et politique, si on peut le dire comme ça, de la dictature, on pensait que ça appartenait au passé et que l'immigration appartiendrait au passé, que désormais il n'y aurait plus d'émigrés, il n'y aurait que des expatriés. Et ça, c'était donc, on voit bien qu'il y a eu un décalage entre le futur tel qu'on le concevait dans les années 80-90 et la réalité actuelle. Et dernier point, un autre futur, c'est pendant très longtemps au Portugal, un discours commun disait que l'extrême droite n'avait pas d'avenir au Portugal. On mettait deux éléments principalement, mais il y en a d'autres. D'une part, la mémoire de la dictature salazariste. C'est-à-dire que 48 ans de dictature d'extrême droite créait une sorte de vaccin pour la montée d'une extrême droite. Ça aurait été étonnant, parce qu'il y a d'autres pays comme l'Espagne où il y a eu une longue dictature de droite et ça n'a pas empêché la montée de mouvements d'extrême droite. Donc là, c'était le premier élément qu'on mettait en avant. Et le deuxième élément, qui lui est plus ambigu, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'usotropicalisme. C'est-à-dire que l'idée, mais les Portugais ne peuvent pas soutenir des pays d'extrême droite parce que les Portugais sont, dit-on, essentiellement, leur essence est de ne pas être raciste et d'être tolérant avec les différences, et étant un pays d'émigration, de ne pas concevoir l'immigration comme un problème tel que d'autres pays comme la France ou la Grande-Bretagne ou d'autres pays le conçoivent. Donc ça pour vous dire que moi non plus, en tant qu'historien, je n'ai pas de vision sur ce que va devenir le Portugal, mais on voit que souvent les pronostics qui sont avancés souvent ne sont pas remplis, et ce qui peut provoquer des déceptions et des frustrations, comme c'était le cas dans les années 2010 au Portugal. Alors c'est vrai que donc, il y avait ces pancartes, on ne veut pas immigrer, mais il y a eu quand même beaucoup de jeunes qui ont immigré quand même aussi à l'issue de la crise. Et donc, c'était plus l'époque de la valise en carton, mais c'était, ils prenaient un avion low cost, ils venaient, par exemple, ici en France pour apprendre la langue, pour gagner de l'argent, pour se former, et puis ensuite, éventuellement, revenir là-bas, effectivement. Mais donc, il y a eu une deuxième période d'immigration quand même assez importante due à cette crise. Donc voilà, je voulais savoir si vous en parliez aussi. Et deuxième point, si aussi vous parlez aussi quand même de la manne financière émigrée aussi, qui existe toujours et qui fait aussi que le Portugal a une manne financière assez conséquente grâce à ça aussi. Et donc, d'où peut-être aussi la grande différence avec la Grèce, où le Portugal a tenu le coup. Mais bon, c'est vrai que les Portugais ont serré les dents, mais voilà. Il y a cette dimension-là aussi. Si je peux me permettre, effectivement, vous avez tout à fait raison. Dans les années 2010, il y a eu environ 900 000 Portugais qui ont émigré. Ça a beaucoup marqué parce que pour beaucoup, notamment pour les élites portugaises, l'émigration appartenait au passé, comme je vous le disais. C'est-à-dire que, notamment pendant la Révolution des œillets, le Premier ministre de l'époque, Vasconcelos, lors d'un discours qui était dirigé aux émigrés en août 1974, disait ne revenez pas au Portugal tout de suite, parce que le Portugal n'est pas prêt à vous accueillir. Il parlait notamment aux 800 000 Portugais qui habitaient en France. Ne revenez pas parce que le Portugal n'est pas en condition de vous accueillir avec la crise économique, etc. Puis après, il y a eu l'arrivée des colons, donc de 600 000 colons qui venaient d'Angola et de Mozambique, ce qui fait que le discours des élites portugaises était restez encore à l'étranger, s'il vous plaît, et envoyez les remises. Vous évoquez, le système bancaire a tout fait pour favoriser l'envoi des remises. Mais donc les élites portugaises, notamment les années 90-2000, considéraient l'immigration comme un élément du passé. C'est-à-dire que c'était fini. Et au contraire, il y a eu une importante immigration au Portugal dans les années 90-2000, qui venait à la fois du Cap-Vert, mais aussi de l'Europe de l'Est, de Moldavie, d'Ukraine,
du sous-continent indien, voire de Chine. Et au Portugal, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un discours assez positif sur cette immigration, dans le sens où ce n'était pas du tout vu comme une invasion, ni quoi que ce soit. C'est vu, si des étrangers viennent au Portugal, c'est qu'on est enfin devenu un pays européen et moderne. Et donc, nous ne sommes plus le pays où on part travailler pour de mauvais salaires à l'étranger, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, travailler dans les emplois, souvent mal rémunérés et peu qualifiés. Sauf que ce discours, d'une part, il occultait que les Portugais ont toujours émigré. Dans les années 70, même après la Révolution, les années 80, dans les années 90, notamment toute la législation européenne sur les travailleurs détachés, c'est à cause, ou grâce, ça dépend comment on se place, de travailleurs portugais, des entreprises portugaises qui envoyaient des travailleurs, notamment dans le TGV dans l'ouest de la France, avec des salaires portugais. Et donc, c'est à partir de là qu'on a essayé de formaliser cela juridiquement au niveau européen. Et donc, il y a toujours eu un courant d'immigration, mais qui a été un peu vu parce qu'en fait, on n'avait pas avec cette idée que le Portugal était devenu européen et moderne, mais beaucoup de Portugais continuaient à travailler, notamment de façon temporaire, notamment en Espagne, dans les années 90, quand il y a eu le boom de l'immobilier espagnol. Et donc, cette émigration des années 2010 a vraiment été vue comme un des reflets de la crise, que les Portugais soient obligés de migrer si massivement, bien plus qu'auparavant. Non seulement en France, la France n'a pas été le principal pays d'immigration, beaucoup en Grande-Bretagne. Et comme vous le savez, il y a d'autres pays où il y a la population portugaise est nombreuse, notamment le Luxembourg ou la Suisse. En France, on a été très étonnés de cette émigration vers l'Angola, parce que ça a reposé à nouveau frais les dépendances coloniales et post-coloniales, et que des Portugais de nouveau aillent en Angola, ça interrogeait. Et néanmoins, au Portugal, le discours a été assez ambigu. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous parliez que c'est plus l'immigration avec la valise en carton, mais low cost. Le discours est en grande partie au Portugal, pas seulement, hein, de dire que c'était une immigration qualifiée et que le Portugal perdait toute une jeunesse bien formée, qui était passée à l'université, et que c'est une sorte de brain drain qui touchait le Portugal. Et notamment, les journalistes en ont beaucoup plus parlé. Le propre président de la République portugaise, quand il le peut, dit que tous ses enfants, ses petits-enfants sont aussi des immigrés parce qu'ils sont dispersés à travers différents pays. Mais cette image d'une immigration très qualifiée et qui rejoint ce qu'on retrouve en Espagne, en Italie et en Grèce, tendait à cacher qu'en fait, ce n'était pas une immigration si qualifiée. Certes, il y a eu une immigration qualifiée, et notamment un des cas les plus connus et étudiés, c'est le cas des infirmiers et des infirmières portugaises vers la Grande-Bretagne ou la France ou d'autres pays. Mais il y a encore une grande partie de l'immigration portugaise qui est très peu qualifiée. Et ça aussi, ça pose question par rapport à la révolution des œillets et par rapport au fait qu'une partie non négligeable des classes populaires n'atteigne pas l'université et que l'enseignement secondaire et supérieur sont loin d'être démocratisés. Et enfin, sur la manne financière, effectivement, elle est importante, elle est non négligeable, mais là aussi, si vous reprenez les discours politiques des années 90-2000, ils tendaient à être occultés, on parlait plus de la manne financière européenne, et effectivement, ce discours sur la solidarité des émigrés portugais à l'étranger s'est réactivé dans les années 2010. Après, on peut parfois s'interroger, est-ce que les gens ont acheté des immeubles ou des terrains qui avaient été hypothéqués par leurs propriétaires qui ne pouvaient plus payer leur crédit par solidarité avec l'économie portugaise ou parce qu'ils y voyaient des bonnes opportunités économiques. Mais il y a un discours assez ambivalent qui dit que tout investissement au Portugal est un acte de solidarité, ce qui est le plus souvent est plutôt un acte d'acteur économique assez rationnel qui essaie de en tirer des avantages divers et variés. Éventuellement, si oui, c'est possible. Une question qui me... Ça fait longtemps que je me la pose moi-même. Oui, je voudrais savoir par rapport à tous ces, enfin, non, déjà le Portugais qui sont partis, uniquement en France, est-ce qu'on peut dire 4 millions de Portugais à l'étranger, à peu près? Oui, à peu près. C'est Victor, le spécialiste.
J'ai mal compris, excusez-moi, pourriez-y répéter Est-ce qu'on peut quantifier 4 millions de Portugais qui vivent en dehors du Portugal? C'est la question, vous avez encore... C'est pour poursuivre ce que je voulais dire. Mais 4 millions, est-ce que c'est un Alors, chiffre que j'ai souvent entendu? cette question du nombre de Portugais qui vivent à l'étranger, donc vous avez dit 4 millions, si j'ai bien compris. Souvent, c'est 5 millions. C'est un peu la question. Oui, souvent, c'est 5 millions qui a avancé. C'est une question assez difficile à répondre, parce que si on prend les différentes statistiques des pays d'accueil, on n'atteint pas de tels chiffres. Si vous regardez en France, maintenant, il y a environ 500 000 Portugais en France. Donc, quand je dis 500 000 Portugais en France, qu'est-ce que je veux dire? Pour l'INSEE, c'est des personnes qui n'ont que la nationalité portugaise. Donc, c'est souvent les premières générations de années 60-70, et les Portugais en France ont relativement peu demandé la nationalité française. Et donc, ils sont mononationaux, donc ils ne sont que portugais. Mais après, il faut ajouter tous les gens qui ont soit demandé la nationalité française, soit qui, comme beaucoup d'enfants de parents portugais, ont obtenu la nationalité française à l'heure du visitant en fonction des législations françaises sur l'accès à la nationalité française. Mais donc, si on fait les différents calculs, on est très loin. Et évidemment, ce chiffre de 4 millions, en fait, il ne repose pas vraiment sur des études. Il repose un peu sur une compilation de chiffres. Les descendants et les petits-enfants de Portugais au Brésil, aux États-Unis, où les chiffres sont assez impressionnants, très élevés, en France, etc. Mais ce sont des gens qui n'ont pas toujours la nationalité portugaise. Et après, ça pose un autre problème. Peut-être qu'ils ont un grand-père ou un arrière-grand-père portugais, mais parfois ils ne sont pas portugais. Ils ont peut-être des arrière-grands-parents grecs, arméniens, français ou allemands. Et pourquoi on va décider qu'ils sont portugais plutôt que grecs ou arméniens ou allemands? Quels sont les rapports qu'ils tissent avec le Portugal? Certains ont juste un nom, Pereira, ou qui est très transformé dans une autre langue, mais ne tissent pas de lien. Donc, sur ça, le Portugal et le discours politique a été, dès après la révolution des œillets, dire que le discours politique et géopolitique a été de remplir un vide. Le Portugal était un grand empire, ce n'est plus un empire. Et c'est cette crainte du petit pays, le petit rectangle de 90 000 km². Et très très vite, dès la fin des années 70, c'est reporté sur ce qu'on a appelé les communautés portugaises, un discours universel. C'est-à-dire que le Portugal n'est plus présent sur 3 continents parce qu'il a des colonies, il est présent sur tous les continents via ses émigrés. Avec un discours qui est que là où il y a un Portugais, le Portugal est présent, mais c'est un discours qui existait déjà avant, mais qui a continué par la suite. Et donc, pour vous donner un exemple, dans les années 80, une des institutions qui gérait la population portugaise à l'étranger, son logo, c'était des caravelles. Je pense que plus aucun Portugais depuis la deuxième moitié du XXe siècle, bon, on va retirer les cas des Brésiliens et de quelques personnes qui sont parties en Angola, en Mozambique, mais grosso modo, les Portugais qui sont venus en France, en Allemagne, au Luxembourg et plus tard aux États-Unis n'ont pas pris le bateau. Néanmoins, cet univers des caravelles, qui est évidemment lié aux grandes découvertes, a été accolé à l'immigration portugaise, et ce n'est pas anodin que le 10 juin, qui est un férié au Portugal, est le jour de Portugal, de Camões et des communautés portugaises. Et donc, après le 25 avril, il y a eu ce discours. Et donc, ce chiffre de 4 ou de 5 millions s'inscrit là, mais ensuite, d'un point de vue démographique, il ne repose pas sur des éléments très tangibles. J'avais une question. Attendez. Les 4 millions en question. La question que je voulais vous poser par rapport à ce chiffre. Vous entendez? Oui, alors oui, C'était une question que je me posais en ayant validé au préalable le chiffre de 4 ou 5 millions. Je voulais vous demander si, historiquement, on peut quantifier l'importance, l'influence, sur la politique, le système politique, tout ce que nous dire du Portugal, qui a été donc influencé par le biais de l'immigration très importante. Je donne un exemple, je sais que Mario Suarez, qui a quand même pris le pouvoir très rapidement en 1914, il était en France, il était prof sûrement de droit ou à Vincennes, je crois, ou pas loin. Mais en tout cas, voilà, je voulais savoir si on peut quantifier cela. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si, en effet, on a eu
collectivement une importance sur le devenir du Portugal. Et là, je fais référence à l'histoire. Il faut passer depuis 74 pour permettre. Merci. C'est ça que ma question. Pardon, excusez-moi, alors j'ai fait un long développement qui n'avait pas lieu d'être. C'est pas grave, au moins c'était quantifié et validé. Alors, comme mon nom ne l'indique pas, mais je suis normand, et donc je vais faire une réponse normande, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Sur le oui, effectivement, vous avez parlé du cas de Mario Soares, qui a vécu pendant 4 ans en France, qui était prof de portugais, en fait, qui n'était pas prof de droit, tant à Vincennes qu'à Rennes. Et même après la révolution des œillets, une partie des nouvelles élites démocratiques ont vécu plus ou moins longuement en exil et plus ou moins longuement en France. Donc, il y a le cas de Suarez qui a vécu 4 ans en France. Il y a le cas d'Álvaro Cunhal, le secrétaire général du Parti communiste, qui, plus que vivre en Europe de l'Est, a vécu en France dans la clandestinité pendant quasiment 10 ans. Et vous aviez, par exemple, un personnage un peu connu, qui était le dirigeant du parti de centre-droit, le PPD, parce que Sacarnel était malade, c'était Émile Gurel. Émile Gurel qui avait vécu pendant 30 ans en France. Donc, effectivement, il y a une élite politique portugaise qui, après la Révolution, est revenue d'exil en France, en Suisse. En Suisse, il y a le cas d'Anton Barrett, ou par exemple José Medellín, qui devient le ministre des Affaires étrangères en 1976, et c'est lui qui, en tant que ministre des Affaires étrangères, demande l'adhésion du Portugal à la CE, avait vécu en exil. Donc, effectivement, il y a sans aucun doute un rôle. D'un autre côté, donc là, c'est le côté oui, le côté non. Si vous retirez ces éléments et ces quelques biographies, là, on parle d'une élite politique qui a été contrainte à l'exil. Ensuite, sur notamment, est-ce que l'immigration a un grand rôle dans la politique portugaise? J'ai quelques doutes. Comme vous le savez, à partir de 1975, les Portugais à l'étranger sont représentés à l'Assemblée nationale. Et à partir de 1976, il y a 4 députés. Ces 4 députés sur, alors qu'on dise 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, c'est pas grand-chose. Et c'est pas... Alors quoi que la dernière fois, si, en 2022, comme vous savez, il y a eu un problème, il y a eu une mésentente entre le PSD et le PS, et donc il y a eu... le gouvernement dépendait de la voix des députés de l'étranger, notamment de l'Europe. Et donc, ça a eu des incidences institutionnelles, économiques et politiques. Mais sinon, le poids de l'immigration est assez réduit. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4 députés et il a fallu attendre les années 2010 pour que les émigrés portugais puissent voter aux élections présidentielles. Et de plus, le poids est d'autant plus limité que quand on prend les chiffres, et Marie-Hélène les connaît sûrement mieux que moi, le vote des émigrés portugais est marqué par une très, très, très large abstention. Il y a d'une part une faible inscription, mais maintenant les inscriptions sont automatiques quand vous obtenez votre carnet de citadin. Et ce qui en fait, ça fait qu'augmenter en fait le taux de l'abstention parce que maintenant sont recensées des personnes qui ne pratiquent pas. Donc, sur quelques parcours individuels, l'immigration, l'exil ont une importance, sans aucun doute, et notamment ça a joué sans aucun doute avec le cas de Suarez dans cette entrée dans l'Union européenne, mais d'un autre côté, au quotidien, dans la vie politique et la vie institutionnelle portugaise, l'immigration, à mes yeux, a un poids assez réduit. Bonjour et merci à vous les collègues. On est hâte maintenant de pouvoir passer à la lecture de l'ouvrage. Je me posais une question. Est-ce que parmi les indicateurs que vous avez tenté d'utiliser ou que vous avez utilisés, est-ce que quelqu'un s'est intéressé à la question de ce qui serait un peu le capitalisme? Alors, comment je veux formuler ça? Ce qui est parmi les singularités, peut-être, du Portugal, peut-être, et si on compare à d'autres pays d'Europe du Sud, et dans cette relation avec le passage de la dictature, le 25 avril et ce qui est aujourd'hui, c'est un comportement extrêmement souhaité de la part des populations d'obtenir enfin de la modernité. Ça, c'était très net, très clair par les populations, c'est-à-dire investir, avoir une maison, avoir une belle voiture, une bien plus grosse voiture. Les secrétaires portugaises ont des voitures plus grosses que les secrétaires françaises, si on voulait comparer de cet ordre-là, avec un endettement qui signifie aussi des efforts, mais des choix, qui sont des choix de famille, pour avoir justement cette représentation sociale
évidente, parce qu'il n'est pas question du tout que ce soit un pays de retard, il faut que ce soit un pays d'Europe, puis c'est bien des explications du fonctionnement du Portugal passeraient par là, et avec une relation quand même au capitalisme qui, moi, me semble toujours étrange, ne me semble pas très capitaliste. Enfin, qui investit au Portugal, à part les grosses têtes, des gros banquiers, des gens de qui on s'attend que des investissements soient faits, comparativement à l'Espagne, par exemple, ou à la France, où tout le monde investit, tout le monde est très capitaliste, tout le monde essaie de faire de l'argent pour faire de l'argent, ce qui n'est pas le cas au Portugal, me semble-t-il. Donc, je voulais savoir si c'était un des indicateurs dans la transition dictature 25 avril et aujourd'hui, qui a pu être pris en compte dans les recherches et parmi les auteurs de votre ouvrage. Malheureusement, non. Même si c'est évidemment une très mauvaise question. Parce que ça suppose le niveau qu'elle aurait dû descendre, entre guillemets, d'une certaine manière. C'est un peu l'économie morale des citoyens consommateurs qui se sont retrouvés avec finalement aussi un marché plus grandement libéré, des modèles de comportement qui iraient dans le sens avec les formes de consolidation d'un côté d'un État social, qui c'est peut-être pas la Scandinavie, mais enfin, Rubranco dans son chapitre montre qu'il y a des efforts qui sont bel et bien faits pour changer d'ailleurs un peu la construction de ce qui serait l'État-providence, et puis avec des périodes de croissance économique parfois substantielles, et soutenues également par des politiques de l'Union européenne. Mais par contre, on n'est pas descendu jusque-là. La partie économique, elle s'est référée surtout à finalement une sorte de tableau très largement construit autour du suivi des grands indicateurs macroéconomiques élémentaires, quel est le PIB, quel est le taux de chômage, quelle est la répartition entre les différents secteurs d'activité, etc. Et de même, il n'y a pas d'analyse détaillée dans l'ouvrage de la façon dont structurée à travers laquelle se répartissent les éventuels investissements d'origine étrangère. Même si c'est dans certains secteurs, là j'en viens presque des éléments anecdotiques, mais c'est intéressant de voir comment fonctionnent certains secteurs. Hein, les transports, la propriété immobilière, la téléphonie, où il y a aussi une influence assez forte du voisin espagnol, hein, qui lorgne aussi sur le marché. Mais c'est des éléments qu'on n'a pas développés, dans l'idée aussi d'offrir juste une entrée en matière, parce que l'ouvrage n'est moins qu'une invitation à commencer, et aussi pour répondre à la partie de question qui avait trait à la transition. Là, le chapitre en question est essentiellement une focale politique et historique chronologique, parce que c'est l'entrée en matière à travers laquelle on peut aborder la chose de la façon la plus élémentaire. Et donc, c'est réservoir des suggestions pour la version élaborée de la chose. Je laisse les collègues. Oui, pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Christophe, il y a un chapitre sur le système, l'État-providence portugais, donc on est vraiment sur un chapitre de présentation assez générale de Rubranco aussi. Et après, dans l'article de Guilla Acorneiro, c'est intéressant parce qu'elle dialogue avec les travaux de géographie néo-marxiste sur les stratégies d'attractivité des villes, parce que bon, Lisbonne a un poids très très important dans l'attraction de certains secteurs, en particulier, donc il citait les questions de nouvelle économie, enfin, de technologie numérique, etc. Et elle discute en dialogue avec cette biographie néo-marxiste, donc par exemple David Harvey qui travaillait sur le cas de New York, comment les villes, les pouvoirs publics vont essayer d'attirer effectivement donc, la finance des acteurs de la technologie numérique, des technologies numériques, et des touristes qui ont, si possible, davantage de ressources que des touristes un peu lambda. Donc,
elle discute cette littérature-là et on voit quand même, au moins pour le cas de Lisbonne, comment bien, il y a eu une transformation de la ville en lien avec ses choix socio-économiques. Donc, voilà, sur des aspects un peu plus localisés, on voit certains éléments d'évolution, mais effectivement, ce n'était pas complètement peut-être l'ambition de l'ouvrage tel qu'on l'a pensé à ce stade, avec un peu les limites aussi de la proposition. Merci beaucoup. Là, on termine parce que le bâtiment va fermer bientôt. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier pour avoir accepté l'invitation et pour cet ouvrage que j'en suis sûre, il restera encore beaucoup de choses à écrire sur l'après 25 avril. Il y a beaucoup de recherches à faire encore. Donc voilà, je remercie à tous ceux qui ont été présents et vos questions également. Et voilà, et peut-être à une prochaine rencontre. Voilà. Et Mita, peut-être si vous Peut-être laisser. Oui, non, c'est bon. Je pense qu'il va nous entendre. Peut-être c'est le mot de la fin. oui, à tous les trois. À tous les trois, voilà. Merci. Merci beaucoup. Et je devais dire un mot de la fin, c'est ça? Très bien, c'est pas facile cette émission. C'est toujours les pires questions. C'est ça. Si je laisse le micro, en fait, ça fait réverbération. Mais je peux laisser. Donc, on vous laisse le mot de la fin. Dites-nous si c'est confortable pour vous. Très bien, je vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez envie de lire ce livre. Et comme j'ai entendu, je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres recherches à mener, et notamment sur le capitalisme portugais et sur le consumérisme portugais, sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci à vous.